Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, est-ce le grand retour des fonds obligataires à échéance? Ces titres de dette émis par les États et les entreprises. En 2022, le cours de ces obligations chute de plus de 18%. 2023 peut-elle être l'année du retournement? Réponse aujourd'hui avec Géraldine Métifeux, associée gérante en conseil et gestion de patrimoine chez Alter Egal. Elle nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Géraldine. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Ventrimpon nous accompagne également, spécialiste des produits obligataires. Ça tombe bien, chez Oddo BHF. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner, Philippe, également. Je le disais tout à l'heure en préambule de cette émission, avant 2022, les emprunteurs pouvaient se financer à très bas coût sur les marchés. Géraldine, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé en 2022 ? Bon, presque tout. Presque tout. C'est-à-dire qu'on était parti un peu la fleur au fusil, puis pas du tout. En fait, finalement, en 2022, on est revenu à une certaine norme, mais très brutalement. Quelle norme? Celle du loyer de l'argent, celle que l'argent a une valeur. Et donc, finalement, on a un peu pris fin, après 2008, de l'argent pas cher, du quoi qu'il en coûte, lié à la crise du Covid. Et ça a été assez brutal. C'est-à-dire qu'on a une remontée des taux qui n'était pas forcément très anticipée par les investisseurs, par les observateurs, ni par les acteurs. Et donc, on a eu ce retournement de tendance, ce qui fait que d'un seul coup, l'argent a valu plus cher au quotidien qu'on vous l'offrait précédemment. Et donc, les cours des obligations déjà émises ont baissé, ce qui fait qu'en fait, il y a très peu de liquidités sur le marché obligataire, sauf pour les émissions nouvelles. Donc voilà ce qui a changé. Une chute de 18%, je le disais, c'est inédit. Hein. Du coup, on était assez alignés sur les marchés actions, donc pour une fois, on avait tort partout, c'était cool. On était ravis, c'était notre meilleure année. Un mot aussi sur cette année 2022 un peu particulière, comme vient de le dire Géraldine. Oui, écoutez, en fait, ce qui s'est passé, ce qui était aussi intéressant, c'est que moins 18%, c'est pour la dette d'État, celle qui, soi-disant, est dite sans risque. Et en fait, les obligations d'entreprise, crédit, investment grade, et encore mieux d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose qu'on pouvait avoir en tête naturellement, mais ce sont les obligations à haut rendement, les obligations high yield, qui ont le moins baissé, parce que le marché a baissé d'environ 11% l'année dernière. Et donc ça, c'était lié justement, l'une des raisons, c'est parce qu'en fait, ces obligations ont des coupons plus élevés. Et déjà, ça a permis d'amortir une partie. Ça restait en territoire négatif. Mais l'année 2022 était importante parce que les politiques monétaires se sont rattachées à essayer de résoudre ce problème de l'inflation. L'inflation, on avait tout le monde oublié qu'il y avait de l'inflation. On a même eu un risque de déflation à un certain moment. Mais il a fallu, et c'est une priorité absolue, les banquiers centraux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, donnent le message très clair et répètent régulièrement aux investisseurs que leur priorité, c'est de combattre cette inflation. Et c'est très important pour justement avoir une stabilité sociale et permettre à nos concitoyens de conserver leur pouvoir d'achat. Alors pourquoi on parle là 2023, année du retournement? Depuis quand, Géraldine, les gérants de fonds ont-ils commencé à revenir là, sur cette classe d'actifs? Pour le coup, sur les fonds datés, si c'est votre question d'après, et du coup j'anticipe, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. La réalité, c'est vrai. C'est tellement vite. La réalité, c'est que mi-2022, quand tout se casse un peu la figure, le retour des fonds à échéance, c'est-à-dire au fond des obligations qui arriveraient à échéance, mettons 2026, 2027, avec une promesse de rendement, en tout cas un rendement embarqué, etc., refait son apparition pour deux raisons. La première, c'est que ceux qui existaient au préalable de cette crise obligataire permettaient d'offrir des rendements apparents meilleurs, puisque vous alliez rentrer en fait sur un produit qui était à 80% de son père, c'est-à-dire qu'il valait 100 les 80, je caricature, mais admettons, avec un rendement du coup qui vous offrait 6%. Donc c'était un peu génial pour lutter contre l'inflation, et c'était un peu la martingale. Moi, je crois jamais au martingale, ça n'existe pas. Et puis l'autre point, c'est que le retour d'un loyer de l'argent et de cette inflation et d'un coût, ça donne la possibilité effectivement à des entreprises de se financer à des prix un peu plus élevés s'ils émettent leur dette aujourd'hui, et donc à des investisseurs d'être intéressés par cette dette, alors que préalablement, on avait des sociétés, par exemple, cotées, qui avaient une croissance considérable de leur valorisation action, plus un dividende. Donc, quel est l'intérêt d'aller prendre 3% moins les frais sur un truc qui, de toute façon, allait faire défaut à un moment ou à un autre? Donc, c'est le retour du marché obligataire, mais contrairement, sans doute, à ce que dirait Philippe, je ne crois pas forcément en force, parce qu'il ne faut pas considérer que la promesse de rendement sera la promesse d'abord de délivrance, on verra les taux de défaut potentiellement, et puis on verra les frais, et puis on verra tout ça. Vous parliez d'un rendement à 6%. Ouais, enfin, je dis ça un peu au hasard. Ouais. Néanmoins, on l'a déjà vu. Mais c'est vrai que au retour
de mes vacances d'été de 2022, ça passionnera tout le monde, on est venu pas mal nous proposer en masse, tous les asset managers de la place parisienne sont venus nous proposer des fonds datés à échéance, avec des fonds qui étaient lancés bien avant, bien sûr, septembre 2022, avec cette fameuse T-cote qui permettait d'offrir un rendement potentiel, mais un rendement potentiel qui n'est pas délivré. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les coupons tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, de, par exemple, 6% par an. Et forcément, un client qui voit ses actions qui sont un peu à la cave, une inflation dont on nous donne des niveaux stratosphériques qui finalement sont élevés plutôt plus bas finalement, c'est attrayant. Mais je dis juste attention. Attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on promet et attention à ce qu'on délivre au client final. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Retour en force, mais faisons attention quand même. Moi, après, on va parler, parce que c'est vrai, vous avez raison, Géraldine, le temps passe vite, de l'intérêt aujourd'hui pour ces investisseurs particuliers de se lancer sur ces fonds obligataires à échéance. Alors, l'intérêt, il est assez... il est multiple. La première, on a le choix, soit acheter une obligation directe. Et là, quand on est particulier, Madame Michaud, elle n'a pas beaucoup le choix quand même. Mais il faut avoir au minimum 100 000 euros. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ça, c'est la première réponse, justement, pour des gens qui n'ont pas forcément, et c'est la majeure partie d'entre nous, la possibilité de faire ça. Et une obligation. Et en fait, on n'a pas un portefeuille. Donc, le deuxième, c'est ce que je viens de dire. En fait, rentrer dans un fonds, ça permet d'avoir une diversification importante. Nous, en général, en dessous, on a une centaine d'entreprises différentes. Donc, pour justement diversifier ces risques. Et également, mais on a surtout, et ça c'est absolument capital, parce que vous avez raison, Géraldine, tout produit a des risques. Donc, quand on travaille sur des obligations à haut rendement, ce sont des obligations qui sont dites non-investment grade, où le risque de défaut est plus important que pour des sociétés dites investment grade. Donc, il faut avoir des équipes qui vont sélectionner, qui vont construire. Un portefeuille. Mais attention. Alors, ce portefeuille, il va bouger au fur et à mesure que le temps passe. On ne fait jamais de portefeuille statique. Et c'est un petit peu la problématique. Acheter un portefeuille à haut rendement aujourd'hui et on s'endort, on se réveille 5 ou 6 ans plus tard, on regarde ce qui se passe. Alors là, je peux vous garantir que vous aurez des défauts, c'est une évidence. Donc il faut le faire évoluer. Il faut le faire évoluer, il faut que ça soit géré activement. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Géraldine a parlé à échéance 2026, là c'est ça, on est sur ce... Parce que c'est en ce moment, il y a beaucoup de 2026, 2027, ouais, 2028, parce que l'idéal, en fait, pour l'investisseur et pour nos clients, si on se place du point de vue d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est qu'on ait des réponses à des échéances relativement courtes. 2026, ça nous amène à 3 ans, 2 ans et demi. Donc c'est relativement court, donc c'est relativement mobile. On ne va pas forcément engager les clients sur un fonds, alors qui n'est pas vraiment du buy and hold, Philippe vient de le dire, mais en tout cas, des fonds à obligations datées sur 6 ans ou 7 ans ou 8 ans, on ne trouvera pas forcément preneur. Et puis, de toute façon, je ne suis pas sûre que la courbe permette d'améliorer le rendement si on est plus installé dans le temps. Donc après, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut avoir en tête, et c'est intéressant ce qu'a dit Philippe sur le fait qu'on change, en fait, ce n'est pas un portefeuille statique. C'est parfois... Et je ne dis pas pour ceux qui viennent me voir, les sales des compagnies, des sociétés de gestion qui sont des très bons sales, ceux qui viennent nous voir, mais ceux qui ne viennent pas nous voir, ils sont mauvais, ceux-là. Et ils disent n'importe quoi. Et donc ils confondent un peu le rendement promis à la date où le mec a investi avec les 100 valeurs, qui ne seront pas les 100 valeurs dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Et il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette bonne idée du fonds daté devienne une idée toute pourrie, parce que les gens vont être extrêmement déçus, parce que le rendement promis ne sera pas celui qui sera délivré, parce qu'il ne sera d'ailleurs pas délivré, parce qu'en fait il est embarqué dans leur liquidative. Et donc je dis juste que faisons attention à la façon dont c'est vendu. Je pense que c'est un très bon complément d'une allocation d'actifs, mais peut-être pas de la façon dont parfois il est vendu par certains sales. Parce que c'est rare ou pas que ces obligations fassent défaut? Alors, en moyenne, il y a environ 4% en fait, du marché européen qui fait défaut par an. Donc, c'est pas beaucoup en soi. Mais en fait, sauf qu'on en a dans le portefeuille. Donc, et en fait, la vie d'une entreprise, c'est pas une ligne droite. Une très bonne entreprise peut devenir une entreprise qui a besoin de restructurer sa dette. On a quelques noms en tête à ces temps-ci. Et des entreprises qui étaient plutôt mauvaises, ou vraiment comme CMA, CGM, qui devient une star en fait en termes de génération de bénéfices. Donc en fait, voilà, il y a des très bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, mais ça se gère comme le lait sur le feu. En fait, c'est vraiment très important. Et effectivement, mais je suis entièrement d'accord avec Géraldine. On est extrêmement attentif à ne jamais parler d'une promesse. On ne fait pas de promesse. Structurellement, déjà, c'est impossible de le faire. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui émettent sur le marché du haut rendement
ont la possibilité de rembourser avant le terme maximal. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent trouver des opportunités moins chères, par exemple. Donc, vous savez structurellement que les entreprises vont refinancer. Et donc, quand vous devez réinvestir... Donc, on récupère sa mise de départ. Oui, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'on est limité par la maturité. Donc, forcément, plus on arrive proche de la maturité, moins le rendement est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'en fait... Moi, je pense que le travail de Géraldine, il est extrêmement important. Parce que nous, on va... Mais c'est vrai. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que nous, notre travail, c'est de travailler sur le portefeuille, de s'assurer qu'il est de bonne qualité. Ensuite, Géraldine, et on va l'aider évidemment, elle va dire à ses clients, c'est peut-être le moment de sortir. On va peut-être pas rester jusqu'à maturité, justement, peut-être parce qu'il y a d'autres opportunités à un moment donné. Et ça, c'est travailler, les clients travaillent avec vous, et vous êtes un maillon absolument central dans l'accompagnement des clients à travers ces produits qui ne sont pas simples. Il n'y a jamais rien de simple, en fait. Je voudrais faire réagir Géraldine là-dessus. Ça peut être intéressant de sortir du fonds avant son échéance. Voilà comment ça marche. D'ailleurs, qu'il n'y a pas de pénalité de sortie sur le fonds, ça ne pose pas de difficulté. En général, Philippe me le confirme, en général, il n'y en a pas. Donc effectivement, si vous êtes rentré qu'une VL à 90 et que vous êtes à 110 et que la promesse de rendement, qui ne doit pas exister, est à 6% par an, l'intérêt d'aller beaucoup plus haut, il n'y en a pas. Sortons. Et donc ça crée un opportunisme de la part de clients. Donc pour moi, il y a deux façons de voir les choses, mais je pense que fondamentalement, cette poche-là, elle peut être une poche tactique actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un graphe qui est sorti il n'y a pas longtemps qui montrait fièrement qu'aux États-Unis, le rendement obligataire, le rendement des taux au quotidien et le rendement des actions est à peu près le même. Donc on se retrouve un peu confus dans l'échelle de risque. Donc il faut être relativement tactique. C'est-à-dire qu'un bon allocataire d'actifs, je pense qu'il doit permettre à ses clients d'avoir un fonds de portefeuille qui bouge peu, parce que la réalité c'est que ça ne bouge pas énormément un fonds de portefeuille, et puis avoir des poches tactiques, qu'elles soient en fonds à échéance ou qu'elles soient dans autre chose, et qu'elles se complètent par le temps. Mais oui, c'est pas parce qu'il y a marqué 2026 qu'il faut garder en 2026, c'est pas comme les yaourts, on peut en faire un peu plus. Comment on pourrait conclure cette émission ? Il nous reste 20 secondes chacun. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a retrouvé des niveaux de taux intéressants. Il y a du risque, mais on est enfin rémunéré pour ce risque, à condition d'avoir des gens qui gèrent correctement ces risques. Géraldine ? Je pense qu'on est encore un peu tôt pour se lancer vraiment sur la partie obligataire, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup chez Alter Egal pour un avenir très très court. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine aujourd'hui. Géraldine Métifeux, je rappelle, vous êtes associée gérante et conseiller en gestion de patrimoine chez Alter Egal, et Philippe Ventrimpon, spécialiste des produits obligataires chez Oddo BHF. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à vous également, bien sûr, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain sur Bismart. Ciao.